Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire Orcom International sur la situation post-Covid en Chine continentale et à Hong Kong. Mon nom est Marco Damoret, je suis le CEO de Orcom CNA en Asie. Je suis aujourd'hui là pour vous expliquer les grands faits marquants de la situation en Chine post-Covid et je serai accompagné par mon responsable de siège à Hong Kong, Monsieur François Barbotin. Bonjour à tous, je suis François Barbotin, le responsable du bureau Orcom CNA à Hong Kong. J'accompagne la région et je m'occupe également des problématiques juridiques et fiscales pour nos clients à Hong Kong et à Singapour. Alors voilà, qu'est-ce que Orcom à l'étranger? Orcom à l'étranger, ce sont rapidement quatre grosses entités qui sont Orcom International avec un siège à Paris. Nous avons Orcom aux États-Unis, Orcom en Angleterre et finalement Orcom CNA en Asie, qui est constitué principalement de 3 partenaires, Marco Damoret, moi-même, Gabriel Ebendi et Romain Cassi, qui gérons un environnement d'environ 4 implantations fixes et 2 desks. Donc nous sommes à Pékin, à Shanghai, à Canton, avec un desk à Taïwan et aussi un desk à Singapour. Et nous comptons plus de 80 professionnels pour vous aider dans tout ce qui est l'internationalisation des sociétés à l'étranger. Voilà, nous sommes là aujourd'hui pour vous parler de la grande opportunité que peut être l'Asie suite au Covid. Et je vais démarrer cette présentation en vous parlant des faits marquants en Chine et François vous parlera d'Hong Kong. Quelle est la situation aujourd'hui en mars 2021 en Chine? Nous avons une situation dans laquelle la Chine renforce son influence régionale et mondiale. Pour rappel, la Chine est la 2e économie mondiale en représentant environ 20% du PIB. 2 traités importants ont été signés en fin 2020. Le premier, ce qui s'appelle le CAI en anglais, le traité d'investissement entre l'Europe et la Chine, qui devrait pouvoir se ratifier en 2021. Un autre traité très important serait le traité de libre-échange asiatique, qui est appelé PREC, et qui a pour but d'englober une économie qui représente environ 30% du PIB mondial et qui serait à ce jour le traité de libre-échange le plus important jamais signé au monde. Il y a aussi le projet du One Road, One Belt que plusieurs personnes connaissent. On l'a aussi appelé le projet du route de la soie. Malgré tous ces traités de libre-échange fort intéressants et ces projets, il y a eu récemment quelques sanctions qui se sont échangées entre l'Europe et la Chine qui pourraient nuire aux relations internationales entre ces 2 pays et indirectement à leurs relations économiques. Comme vous le savez, il y a eu la Better Cotton Initiative, qui est une initiative voulant éviter la production de coton par toute entreprise ne respectant pas les droits de l'homme. Dans le cadre de cette initiative, plusieurs sociétés européennes ont annoncé leur arrêt de production en Chine, ce qui a provoqué un retour de manivelle de la part des autorités chinoises qui ont bloqué les ventes de certaines de ces sociétés directement ici sur le territoire chinois. Il y a aussi plusieurs sanctions qui ont été apportées sur des personnes individuelles dans le programme des droits de l'homme et qui aujourd'hui tend à, on va dire, à empirer la relation entre l'Europe et la Chine, dont le CAI avait pour but d'améliorer. Maintenant, pour revenir sur le point de vue de la situation générale au niveau du monde des affaires en Chine, il faut comprendre que la Chine avait une grande expérience du SARS, donc avec une habitude de l'utilisation du big data, une habitude de la consommation online et surtout une grande responsabilisation des personnes au niveau social. Ce qui a permis quand même de limiter fortement la propagation de la pandémie. Pour rappel, la Chine a vécu un seul confinement de 15 jours entre fin janvier et mi-février 2020. Depuis, la consommation est revenue au niveau pré-Covid. Donc cela fait 1 an que nous vivons une situation économique plus à peu près normale, ce qui est exceptionnel du point de vue de ce qui arrive sur le reste de la planète. Au niveau de l'environnement des affaires, il faut savoir que, un peu comme partout, les secteurs qui ont été impactés ont été surtout en Chine l'automobile, l'aéronautique, l'hôtellerie et le tourisme international. Il faut savoir que le rôle des médias sociaux et l'accélération des nouvelles technologies ont permis la mise en place de nouveaux modèles d'entreprise. Au niveau de la santé, au niveau de la logistique, au niveau de l'automatisation de tout ce qui était dans l'entreprise dans le secteur de
manufacturier, du monde du divertissement, commerce de détail. Il y a eu vraiment une accélération sur la digitalisation qui était déjà assez répandue en Chine. Tout ça pour dire que la Chine reste la première destination mondiale des investissements étrangers en 2020, avec plus 4,6% par rapport à 2019, ce qui représente aujourd'hui 13,5 milliards d'investissements en Chine. Au niveau social et économique, qu'est-ce qu'il faut retenir? Le PIB a accroît de 2,3%, ce qui est une exception pour un pays développé après cette situation du Covid. Le taux de chômage est resté plus ou moins stable avant et après le Covid. Il se monte à 5,6% aujourd'hui. L'indice des prix de la consommation a légèrement augmenté et la croissance du revenu de base individuel a augmenté d'environ 200 € par personne, ce qui démontre que malgré la pandémie, la Chine a été capable d'aller de l'avant et de croître. Quelles sont les tendances du marché actuel? Alors, il faut savoir que les consommateurs, suite à la pandémie, sont devenus de plus en plus à vocation sociale, avec un intérêt pour le marché local, avec une volonté d'avoir toujours des produits luxe, mais sans avoir la possibilité de voyager. Donc, nous nous sommes retrouvés avec énormément de marques de luxe à augmenter leurs ventes en Chine. Et le succès du on-live, le live stream, qui est de plus en plus présent sur n'importe quel type de produit et qui favorise les ventes de biens de consommation. Maintenant, on va passer la parole à François pour une situation générale à Hong Kong. Merci Marco. Alors comme vous le savez, les 2 dernières années ont été particulièrement difficiles pour Hong Kong, tant au niveau politique qu'économique. Alors c'est vrai que la crise sanitaire liée au Covid a mis fin aux manifestations antigouvernementales, en tout cas de manière temporaire, mais c'est toute son économie qui en a porté les conséquences. Alors sur le point sanitaire, le nombre d'infections est resté plutôt faible. On a eu à peu près 11 000 cas pour 200 décès sur une population de 7,5 millions de personnes, ce qui fait un taux de mortalité de 0,02%, ce qui est très faible. Les vaccinations ont commencé il y a maintenant 1 mois, avec la possibilité de choisir entre le vaccin chinois, donc Sinovac, et le vaccin américain. À l'heure actuelle, on peut dire en tout cas que la situation à Hong Kong est relativement sous contrôle et s'est nettement améliorée depuis l'année dernière. Maintenant, quel a été l'impact économique à Hong Kong? Alors, Hong Kong a vu son PIB chuter de 6% sur l'année 2020, avec un rattrapage sur le 3e et 4e trimestre 2020. Pour 2021, on a une prévision de croissance de l'ordre de 3 à 5%. Le taux de chômage a atteint les 7% en janvier dernier, donc c'est son niveau le plus haut depuis une décennie. Alors c'est sûr que ce taux de chômage est moins élevé comparé à la France, mais en situation normale, à Hong Kong, on a un niveau de quasi-emploi, ou en tout cas un niveau de chômage qui est extrêmement faible, qui tourne généralement autour des 2%. Dans la mesure où Hong Kong dépend énormément de 2 secteurs clés, à savoir la finance, bien sûr, mais aussi le tourisme, les hôtels ont été les premiers impactés à cause des restrictions aux frontières. Alors, on l'a vu depuis maintenant juin 2019, l'arrivée des touristes étrangers, et notamment des touristes chinois, a énormément diminué. Le secteur du retail aussi a été fortement touché. Alors, bien qu'on commence à voir une reprise progressive de la consommation locale par rapport à 2020, on a vu beaucoup de commerces, donc des magasins, des restaurants, fermer leurs portes. Alors, il y a peut-être un point positif à tout cela. On a effectivement constaté une légère diminution des loyers, donc des loyers résidentiels, mais aussi des loyers d'affaires, d'environ 3 à 4%. Donc, c'est sans doute un bon moment pour vous de négocier ou de renégocier votre loyer. Alors, voilà pour l'analyse macro de la situation à Hong Kong. Sur le plan immigration, les frontières sont aujourd'hui fermées aux non-résidents. Donc, seuls les résidents hongkongais peuvent rentrer sur le territoire hongkongais, avec une quarantaine obligatoire de 3 semaines à l'hôtel. Donc, c'est ce qui explique en grande partie la baisse de 90% du tourisme en 2020. Voilà, nous pensons que les secteurs du luxe et de l'hôtellerie, qui dépendent principalement de l'arrivée des touristes chinois, vont s'améliorer lorsque les frontières vont réouvrir. Voilà, je vais redonner la parole à Marco, qui va vous parler maintenant des mesures de soutien à l'économie en Chine. Alors, merci François. Alors effectivement, quels sont les éléments importants qui peuvent impacter vos investissements étrangers si vous êtes en Chine continentale? Alors il faut savoir qu'un événement majeur en 2021 était les nouvelles lois sur les sociétés. Il faut comprendre que jusque-là,
l'investissement étranger était limité sous sa forme. Elle devait se faire soit sous ce qu'on appelle une WOFE, une Wholly Foreign Owned Enterprise, c'est-à-dire une société à capital entièrement étranger et qui était définie par une règle et une loi à part. Il y a désormais une égalité de traitement, c'est-à-dire il y a une uniformisation des lois existantes sous une seule et même loi des sociétés compagnie law. On n'y aura plus de distinction entre WOFE, c'est-à-dire société commerciale à capital entièrement étranger, ou encore Equity Joint Venture ou Company Joint Venture, qui avait pour but d'être un partenariat avec une entreprise chinoise. Il n'y aura plus que dans la nouvelle loi sur la société deux types de sociétés. On aura ce qu'on appelle les Limited Liability Companies, qui est l'équivalent des sociétés à responsabilité limitée en France, ou les Companies Limited by Shares, qui sont les sociétés sous forme de capital, les SAS françaises. Donc, sous cette nouvelle compagnie law, qu'est-ce qu'il faut retenir comme point très important? Les actionnaires pourront décider de la distribution des profits et des pertes à l'unanimité. La plus haute autorité est l'Assemblée des actionnaires, ce qui est très important parce qu'auparavant, lorsque vous aviez un partenariat avec une société chinoise ou un individu chinois, la loi sur les JV déterminait comme étant l'autorité la plus importante, comme étant le board, le conseil d'administration, ce qui menait parfois et fréquemment à des situations de blocage. Aujourd'hui, en rappelant que la plus haute autorité est l'Assemblée des actionnaires, il suffit d'avoir la majorité pour certaines décisions récurrentes, voire le 2/3 pour des décisions significatives. Comme je l'ai dit, les décisions importantes doivent être approuvées par les actionnaires aux 2/3, comme par exemple une liquidation ou un achat ou une réduction du capital. Au niveau du conseil d'administration, cela ne change pas. Vous avez de 3 à 13 directeurs où vous avez le droit d'avoir un directeur exécutif unique qui jouera le rôle aussi de représentant légal, qui est une fonction très importante en Chine parce qu'elle est responsable pénalement et personnellement pour ce que fait la société. Il y a aussi la faculté de nommer des directeurs de la part des actionnaires et cela ne dépend plus seulement du pourcentage des actions détenues. C'est-à-dire qu'il est possible d'avoir dans les statuts d'autoriser la nomination d'actionnaires sur d'autres bases. Maintenant, quel est l'impact sur les investisseurs de cette nouvelle loi? Premièrement, il y a quand même énormément de sociétés étrangères. Comme vous l'avez vu, 13,5 milliards d'investissements étrangers en Chine qui sont là depuis énormément d'années. Donc, l'impact principal, c'est qu'il y aura une transition de 5 ans pour mettre à jour les statuts actuels de votre société pour être en règle et en norme et en règle avec la loi qui est en vigueur à partir de 2021. Donc, notre conseil, c'est examiner vos contrats de partenariat, vos statuts, votre patte d'actionnaire et tout autre document de gouvernance afin de vous assurer que vous serez à jour avec la nouvelle loi. Bien sûr, il faut agir dès que possible, surtout lorsque vous êtes dans le cas de négociation avec votre partenaire chinois, parce que ça remettra en cause certains éléments de la gouvernance et dans laquelle il sera nécessaire de prendre des décisions. Bien sûr, Orcom et son équipe est à votre disposition pour soit vous inciter dans vos discussions avec les partenaires, soit pour la mise à jour de vos documents. Je passe la parole à François pour parler des mesures de soutien à l'économie sur le territoire hongkongais. Merci Marco. Alors, quelle était la réaction du gouvernement hongkongais face au virus? Alors, dans l'ensemble, on a une réponse qui était plutôt forte du gouvernement, qui a su mettre en place une série de mesures fiscales, sociales et économiques. Alors, le gouvernement a par exemple débloqué plus de 150 millions d'euros pour soutenir l'économie, et notamment les secteurs en difficulté comme le tourisme, le F&B et l'industrie du retail, par exemple. On a eu également des programmes de subvention salariale pour lutter contre le licenciement. Le gouvernement a pris, par exemple, en charge 50% des salaires, donc avec une limite capée à 9 000 Hong Kong dollars par mois, ce qui fait à peu près 1 100 euros par employé et sur une période de 6 mois. Bien sûr, en contrepartie, les entreprises qui ont bénéficié de ce programme se sont engagées à ne pas licencier de staff pendant la période de subvention, donc pendant ces 6 mois. Le gouvernement hongkongais a également distribué des bons de consommation, donc des cash coupons, d'une valeur totale de près de 1 800 euros par résident permanent pour justement stimuler la consommation locale. Sur le plan fiscal maintenant, le secrétaire financier hongkongais donc, a récemment annoncé lors de la loi de finances 2021 une réduction d'impôts de plus de 1 000 euros sur l'année fiscale 2020-2021. Et cette réduction fiscale va s'appliquer aux entreprises, mais aussi aux particuliers.
Les banques également ont mis à disposition plusieurs programmes de financement. Alors, ce sont des programmes de prêts à taux réduit, donc généralement à moins de 3%. Et le but de ces programmes de subvention, eh bien, c'est de venir en aide aux entreprises qui ont des problèmes de cash flow. Voilà pour ce qui est des mesures principales à Hong Kong. Je vais redonner la parole à Marco qui va vous présenter maintenant les nouvelles réformes en Chine continentale. Merci beaucoup François. Alors peut-être pour rebondir sur ce qu'a dit François, il faut comprendre que effectivement Hong Kong est une région de la Chine qui a plus souffert la pandémie que la Chine continentale et de par cet effet a mis en place des mesures de soutien sur le long terme, ce qui n'a pas été le cas en Chine. En Chine, nous avons eu des mesures de soutien pendant quelques mois, février, mars, avec des rabais, des charges sociales obligatoires ou encore des gratuités de loyer pour tous les locataires d'immeubles gouvernementaux. C'est pour ça que la Chine a préféré, on va dire en quelque sorte, lancer des grands programmes de réforme afin de continuer à booster l'économie suite à une période très courte en fait d'arrêt. Elle l'a fait par trois biais principalement. Le premier, par un certain nombre de nouvelles réglementations et promotions dans les secteurs clés. Donc, il y a effectivement le fameux programme du crédit social. Comme vous le savez, c'est une espèce de notation annuelle qui avant était sur les individus, mais qui sera aussi sur les sociétés, qui a pour but d'identifier toute société qui ne respecterait pas les lois. Cette note sera unique par société et inclura l'ensemble des réglementations qu'une société doit respecter. Ça va du paiement de ses contributions sociales au bon paiement de ses intérêts bancaires. Et lorsque vous êtes noté lorsque vous êtes noté, si vous êtes en liste noire, vous l'êtes pendant 2 ans. Donc ça permet publiquement à tout le monde de savoir quelles sont les performances des sociétés et si oui ou non il vaut la peine de travailler avec certains acteurs. Il y a des secteurs qui vont être favorisés par le gouvernement chinois, qui sont les suivants: l'IT, la robotique, l'aérospatiale, les énergies renouvelables, tout ce qui est biomédical, le transport ferroviaire, encore équipement dans le génie océanique. Si vous êtes dans ces secteurs-là, il est fortement conseillé d'accélérer votre présence en Chine parce que vous allez bénéficier de subsides, voire de réductions d'impôts importantes. Habituellement, l'impôt sur les sociétés en Chine est de 25% au point de vue fédéral, c'est-à-dire pour tout le monde, et il est réduit à 15% lorsque vous êtes un secteur favorisé. Il y a aussi des réformes importantes en termes de villes écologiques. Il y a vraiment des programmes de construction de villes écologiques. À Shenzhen, il y a des quartiers entiers qui se sont faits avec l'utilisation de la domotique ou de tout type de technologies qui permettent de faciliter les transactions et les énergies renouvelables. Donc, notre conseil, si vous êtes dans ces secteurs, la Chine est un endroit où vous ne pouvez pas ne pas y être. Deuxième point très important, c'est l'assouplissement de la liste négative. Donc, il faut savoir qu'en Chine, le gouvernement établit chaque année une liste de secteurs dans lesquels les investissements étrangers ne sont pas autorisés ou sont fortement limités. Cette liste, avec les années, grâce au lobby et la présence de beaucoup de sociétés étrangères, va en se diminuant. La dernière diminution a eu lieu en juin 2020, où typiquement dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, par exemple, le seuil minimum de détention de part sociale du partenaire chinois a été baissé à 34%. Elle était avant de 50%. Au niveau des manufactures, on va dire que le changement principal est lié à tout ce qui est la production de l'automobile. Jusqu'en 2020, vous aviez l'obligation d'avoir un partenaire au moins à 50% d'une société chinoise pour pouvoir produire des automobiles. Cette obligation a été levée. Le transport et les stockages, il n'y a plus d'obligation dans ces secteurs d'être contrôlés majoritairement par un Chinois pour la construction ou l'opération des aéroports civils. Donc, vous pouvez opérer un aéroport civil du moment que vous avez un partenaire chinois, mais qui n'a plus besoin d'être majoritaire. Au niveau des financiers, les sociétés d'investissement, les fonds, peuvent être détenus désormais à plus de 50% par un capital étranger. Et finalement, un des projets très, très marquants
qui s'est fait ressentir en Chine depuis 2020 et probablement aussi à cause des tensions, quelques petites tensions qu'il y a eu avec Hong Kong, c'était le projet du port de libre-échange à Hainan. Hainan est une île qui se situe au sud de la Chine. C'est une île qui était déjà au bénéfice d'une possibilité de voyage pour plus de 150 nationalités différentes sans visa. En même temps, les Chinois sont autorisés à voyager à Hainan et ont un droit de consommation un peu différent que le reste de la Chine. Ils ont le droit de faire des achats en duty free, c'est-à-dire en port franc, à hauteur d'environ 15 000 euros par an. Ce qui, connaissant l'appétit des Chinois, de la population chinoise active pour les biens de consommation d'un certain niveau, a provoqué énormément de voyages sur cette zone. Donc, Hainan, le projet Hainan, c'est un projet dans lequel il y aura probablement une élimination de droits de douane pour les commerces de marchandises à venir. Il y a une réduction encore plus significative de la liste négative, c'est-à-dire de plus en plus de secteurs seront ouverts l'investissement étranger. Et ceci va se traduire par une grosse exposition internationale du produit de consommation import-export qui aura lieu à Haikou, qui est la ville principale au nord de Hainan, le 7 au 10 mai. Donc, il faut savoir que Hainan était déjà connu pour son tourisme, ayant la ville de Sanya au sud. Et le but, c'est de le rendre attractif aussi du point de vue commercial. Donc voilà, je vais passer la parole à François pour tout ce qui était les réformes et les budgets qui sont prévus à Hong Kong. Merci Marco. Alors, face à la récession, Hong Kong a adopté un budget de 150 milliards d'euros pour l'année 2021. Alors, ce budget comprend des mesures de soutien à la numérisation et à l'innovation des secteurs clés comme la finance ou le tourisme. Ce budget contient également des mesures de relance de la consommation locale à travers, je l'évoquais, donc des bons de consommation et via des réductions fiscales. Avec toutes ces mesures, on pense avoir une prévision de croissance pour 2021 qui tournerait entre 3,5 et 5,5%. Pour finir cette présentation de mon côté, je pense qu'il est opportun de vous rappeler pourquoi Hong Kong reste, selon nous, une place stratégique en Asie. D'abord, Hong Kong bénéficie d'une grande proximité géographique avec la Chine continentale. On est à 15 minutes de train de Shenzhen, qui est la métropole tech de la Chine du Sud, et on est à 3-4 heures d'avion de Shanghai. On a également à Hong Kong une grande liberté de circulation des capitaux, donc pas de restriction d'échange, une grande liberté de circulation des biens, pas de tarifs douaniers à l'import ou à l'export pour la majorité des biens. Et puis, on a une grande liberté de circulation des personnes. Pour les Français, par exemple, on peut avoir un visa touriste de 3 mois directement à l'aéroport et il est relativement facile d'obtenir un visa de travail à Hong Kong. Il faut compter environ 6 à 8 semaines, même si les services d'immigration à Hong Kong continuent d'accorder ces visas de travail et visas entrepreneurs. Il faut s'attendre, bien sûr, à des délais beaucoup plus longs, compte tenu de la situation sanitaire. Hong Kong a également un régime fiscal qui est très intéressant. Pour l'impôt sur les sociétés, on a un taux réduit de 8,25% sur les premiers 23 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, le reste est imposable au taux standard de 16,5%. Il n'y a pas d'impôt sur les dividendes reçus ou versés, ni d'impôt sur la plus-value. Il est aussi possible de demander une exonération fiscale sur les profits réalisés à l'étranger, c'est-à-dire les profits qui sont générés en dehors de Hong Kong. C'est ce qu'on appelle le statut offshore, donc avec un taux d'imposition à 0% pour ces sociétés dites offshore. Donc on le voit bien, Hong Kong a une fiscalité qui est attractive, mais Hong Kong n'est pas pour autant considéré par l'OCDE comme un paradis fiscal. Hong Kong a aujourd'hui signé 44 traités fiscaux, dont notamment avec la France, pour justement réduire ou éviter un risque de double imposition. Un autre grand avantage de Hong Kong, c'est la facilité administrative de créer son entreprise et aussi de la gérer. Alors, on peut par exemple créer une entreprise à un capital minimum de 1 Hong Kong dollar et la constitution peut se faire en 4 ou 5 jours ouvrables. Il est aussi très facile de procéder à des changements d'actionnariat ou à tout changement relatif au conseil d'administration. Voilà en ce qui concerne les atouts et la force de Hong Kong, qui garde et gardera malgré tout une position stratégique en Asie et surtout vis-à-vis de la Chine continentale. Je vais laisser Marco conclure cette présentation. Merci beaucoup François. Je pense que tu as convaincu tout le monde de venir à Hong Kong. C'était très clair. Je t'en remercie. Je pense que c'est un bon point de rappeler qu'Hong Kong est une plateforme parfaite pour venir en Asie. Par sa facilité d'entrée, sa facilité de mouvement du capital et de faire des affaires.
Et François sera ravi de vous accueillir et de répondre à quelconque de vos questions. Donc, pourquoi Hong Kong en a parlé? Pourquoi la Chine continentale? Tout simplement parce que la Chine continentale reste le seul pays développé à afficher une croissance positive en 2020 avec un marché important, quel que soit le type de secteur, avec une augmentation des exportations qui ont continué, principalement à cause des mesures de confinement dans le reste du monde, ce qui a provoqué un énorme retour en arrière en termes de Made in China, c'est-à-dire beaucoup de gens qui avaient prévu le déplacement de leurs centres de production ont été fortement limités pendant le Covid et se sont rendus compte que la Chine, qui elle était ouverte, continuait à avoir une capacité que personne d'autre ne pouvait avoir. Et finalement, la Chine reste leader en Asie. Le PREC, le plus grand accord de libre-échange au monde, qui va représenter 30% du PIB. Et donc, venir à Hong Kong, supervisionner votre activité en Chine pour pouvoir aller dans le reste de l'Asie, reste un élément primordial pour toute société qui se veut réussir à l'international. Alors, si vous avez des questions, François, moi-même, nous serons ravis de vous répondre. Nous avons mis nos emails ici. Vous pouvez nous joindre aussi sur notre adresse Internet. Et François, je te laisse conclure. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre WeChat. Vous avez le QR code qui apparaît sur la dernière slide. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre attention et je vous donne rendez-vous à notre prochain webinaire pour de futures nouvelles sur la Chine et Hong Kong. Merci beaucoup et bonne journée. Merci.